ambiance zen et magique sur Radio Antasia. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve comme chaque dimanche matin pour parler d'un personnage historique. Et ce matin, nous allons continuer le thème de séduire. Et en ce deuxième dimanche du mois, nous allons parler d'un personnage féminin historique, à savoir Madame Jeanne-Antoinette Poisson. Avant de commencer, je vais vous faire mon petit laïus habituel en vous disant que les informations que je vais vous donner dans cet audio sont en lien avec ma recherche personnelle dans différents livres, visionnage de reportages, internet, cours selon les cas. Jeanne-Antoinette Poisson est née le 29 décembre 1721 à Paris. Son papa est François Poisson, écuyer de son Altesse royale, Monseigneur duc d'Orléans, et sa maman s'appelle Louise-Marie de la Motte. Jeanne-Antoinette a une sœur, Françoise-Louise, et elle a également un frère, Abel François Poisson, qui deviendra Abel François Poisson de Vendières, marquis de Marigny. Son mari, donc François Poisson, est souvent absent pour remplir à bien ses fonctions. Louise Madeleine, la maman de Jeanne-Antoinette, dit-on qu'elle aurait souvent de la visite. Et le papa de Jeanne-Antoinette serait plutôt Charles Lenormand de Tournehem. Alors là, j'ai un peu de mal à prononcer. Tournehem. Fermier général financier qui deviendra directeur général des bâtiments du roi en 1745 et jusqu'à sa mort en 1751 grâce à sa fille. Mais cela n'empêche pas sa famille d'avoir de grandes ambitions, et notamment pour cette jeune fille que l'on dit belle et gentille. Jeanne-Antoinette aurait a eu, en fin de compte, une très bonne éducation. On lui a enseigné les arts tels que le dessin, la musique, la peinture, la gravure, la danse, le chant, et elle fréquente les salons littéraires d'amis de sa mère. Jeanne-Antoinette est gaie, sait chanter, aime la littérature, l'opéra, le théâtre. Elle a une très très bonne instruction. On dit d'elle qu'elle est belle comme un cœur, et elle a de nombreux soupirants, mais reste toujours très réservée. Comme il se fait en ce temps-là, ses parents arrangent son mariage avec un financier fermé royal et plein d'avenir, du nom de Charles Guillaume Lenormand d'Estiolles en 1741. De cette union naîtra une fille, Alexandrine Lenormand d'Estiolles, en 1744. Jeanne-Antoinette a une vie bien remplie, mais elle aura toujours un comportement sage jusque-là. En fait, à un moment donné, tout va basculer. En plaisantant, elle dit que l'homme avec qui elle pourrait tromper son mari serait le roi. Ce qui n'est pas pensable, car elle est issue d'une famille bourgeoise, enfin de la bourgeoisie de la finance, ce qui est alors très mal vu par les gens de son temps et même méprisé par la cour. Après, elle est comme les autres jeunes filles de son temps, qui rêvent de ce monarque qui n'est autre que le jeune et beau séduisant Louis XV, qui est même comparé à un demi-dieu. Une voyante prédit à Jeanne-Antoinette Poisson qu'elle serait la maîtresse d'un souverain. Bien plus tard, sentant sa mort venir, elle légua 600 livres à cette dame qui lui fit cette prédiction, mais nous n'en sommes encore pas là. Elle connaîtra de grands personnages de son temps, tels que Voltaire, le peintre Boucher, Casanova, et même le jeune Mozart, et bien d'autres encore. Jeanne-Antoinette est belle, gracieuse, et
elle est déjà la coqueluche de toute la société parisienne. Elle vit une partie de l'année dans le château d'Estiolles, près de la forêt de Sénart, cette même forêt où Louis XV aime chasser. Louis XV s'est marié avec Marie Lewzinska. On a parlé de son papa, qui n'est autre la fille de Stanislas. De leur union naîtront 10 enfants. Après sa 10e grossesse, Marie se refuse à Louis XV. Louis va croiser Jeanne-Antoinette habillée d'azur et rose dans une voiture, alors qu'on nomme un phaéton en ce temps-là, bleu et rose. Louis XV, surnommé le bien-aimé, il a 35 ans, est complètement subjugué par sa beauté. Et notre amie Jeanne-Antoinette n'a que 24 ans à l'époque. D'autres rencontres vont être organisées pour que Louis XV puisse revoir cette belle jeune femme à Versailles et à Paris. Jeanne-Antoinette sera également invitée au bal masqué donné en l'honneur du mariage du dauphin Louis-Ferdinand. Jeanne-Antoinette est littéralement sous le charme de Louis XV. Il est beau, il est jeune, selon les critiques de l'époque. Jeanne-Antoinette vit son rêve. On dirait que la prédiction de la voyante s'avère vraie. Son mari s'offusque, mais ce que le roi veut, le roi l'obtient. Jeanne-Antoinette et son mari seront séparés de biens et de corps, il sera éloigné et nommé fermier des postes. Jeanne-Antoinette n'est pas d'une famille noble, on va lui trouver un titre. Louis XV va lui acheter un château à la mort de son propriétaire limousin et un titre. Elle deviendra la marquise de Pompadour. Elle n'ira jamais dans ce château, mais c'est le sésame obligatoire pour faire son entrée officielle à la cour. Nous sommes en 1745, quand Jeanne-Antoinette deviendra la maîtresse officielle du roi, puis sa favorite. Les enfants de Louis XV ne l'apprécient, mais alors pas du tout. Alors, il lui donne un surnom, la maman. Alors là, je vais vous l'épeler parce que c'est pas un nom pour les chastes oreilles. P-U-T-A-I-N. Louis XV l'installe au 3e étage du château de Versailles, juste au-dessus de son appartement. À partir de là, Madame Pompadour organise toute la vie à s'occuper de son roi. Elle sera pour lui bien plus que sa maîtresse. Elle sera aussi son amie, sa confidente, son épouse, sa thérapeute, son ministre, etc. Tout cela dans l'ombre. Elle organise des soupers, des pièces de théâtre, de multiples divertissements pour ce roi qui est trop souvent mélancolique. Elle suit le roi dans de nombreux déplacements et de parties de chasse, malgré qu'elle n'apprécie pas la chasse. Après plusieurs fausses couches, en 1750, elle ne sera plus son amante. On pense que c'est parce qu'elle souffrirait d'une leucorrhée, et il n'existe pas encore de traitement en ce temps-là. Mais elle restera quand même sa maîtresse officielle. Elle se voit comme la nouvelle madame de Maintenon. Mais elle a quand même peur d'être remplacée. Elle fera tout pour garder sa place et se rendre indispensable au roi. Le roi eut d'autres maîtresses, mais aucune ne deviendront officielles, souvent très jeunes. Elle aura même des enfants avec, il aura même des enfants avec elle, toutes ces nouvelles maîtresses. La marquise eut peur qu'il reconnaisse ses enfants, mais ce ne se fera pas. Elle regrettera même de ne pas avoir pu lui en donner un.
Elle continue à suivre le roi dans ses déplacements malgré qu'elle vieillit et que sa santé décline. En 1756, elle sera nommée au titre de dame du palais de la reine. Elle aura un rôle important, même déterminant pour Louis XV. Elle lui donnera l'illusion d'un foyer à la cour et aussi au gouvernement, notamment au niveau des arts, de la philosophie, des Lumières. Après la guerre de succession d'Autriche, elle jouera un rôle important dans le renversement de l'Alliance en 1756 et dans la chute de plusieurs ministres, entre autres Choiseul lui doit sa fortune. En 1757, un attentat au couteau contre Louis XV rend anxieuse Madame de Pompadour. Toute la famille royale est à son chevet. Elle est exclue. Mais dès que le roi peut écrire, il lui écrit un mot. Et aussi, elle est métamorphosée et elle va mieux. Malgré tout, ses forces s'épuisent de plus en plus. Elle devient très vite l'ombre d'elle-même. Le roi lui rend des visites. À la toute fin de sa vie, Madame de Pompadour reçut l'extrême onction du curé de la Madeleine. Ce dernier voulut prendre congé, mais elle le retient et elle lui aurait dit « Attendez une minute, monsieur le curé, nous partirons ensemble. » Elle décède le 15 avril 1764. Quand le roi apprit son décès, il annula tout ce qu'il avait prévu et se retira dans ses cabinets avec les proches de Jeanne-Antoinette. Le 17 avril, à 18h, un effroyable orage éclata lorsque le convoi de la marquise quitte l'église de Notre-Dame de Versailles pour un service funèbre. Le roi regarde le convoi funèbre depuis son balcon, silencieux. Les larmes lui coulent jusqu'à ce qu'il ne voit plus. Il était en compagnie de Changplost. Il rentre dans son cabinet, 2 grosses larmes coulent encore, et il dit à son ami « Voilà les seuls devoirs que j'ai pu lui rendre. » Je vais vous laisser pour ce matin, en espérant que ce rendez-vous vous a convenu. Alors les informations que je vous ai données, je les ai trouvées dans le livre de Madame Pompadour, d'Evelyne Levert, les femmes qui ont fait l'histoire de Sabine de Lobel, le dictionnaire des anecdotes historiques d'Armand Isnard. Je vous souhaite une agréable journée, une belle semaine, prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine avec un autre personnage historique. Ambiance zen et magique sur Radio Antasia.